bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci de vouloir m'accorder un peu d'attention parce qu'on a très peu de temps avant l'intervention de notre invité. Et ce thème de la sécurité intérieure, nous avons décidé, lorsqu'on a pensé organiser ce congrès, de dire que c'était vraiment peut-être le thème le plus pertinent, le plus central, notamment dans l'exercice de notre métier actuellement où nos clients, soit les clients individuels, les équipes ou les organisations, sont vraiment dans une lessiveuse, dans le VUCA, la volatilité, l'uncertainty, etc. Enfin, dans tout ce broyage que la mondialisation, la customisation, les 7 milliards de clients maintenant, parce que tout le monde avec un seul, vous verrez, parce que Florent Ménégo, qui nous fait l'amitié de parler tout à l'heure, vit en tant que responsable d'un grand groupe qui se situe dans un contexte de compétition incroyable. Donc, comment nous, coachs, pouvons-nous contribuer à, sinon modéliser, du moins à favoriser auprès de nos clients, individuels ou collectifs, un minimum de sécurité intérieure? Comme j'ai peu de temps, je vais vraiment focaliser sur cette idée de tout le travail qu'a pu faire Viktor Frankl sur le sens. Voilà. Qu'est-ce qui nous donne une sécurité intérieure? Finalement, c'est le sens que nous donnons à notre vie, à nos relations, aux engagements que nous avons, soit dans le monde, soit dans notre vie intérieure. Hein. Et donc, vous savez, le thème que depuis toujours, j'ai beaucoup travaillé, notamment avec Bertrand Martin, dans le VH, que nous travaillons avec Bertrand, sur ce thème de l'important et l'essentiel. Hein. Et donc, je vais vous poser la question suivante. Vous avez certainement une multiplicité d'objets d'amour, hein, de personnes, de lieux, de situations qui sont chères pour vous. Est-ce que vous avez un ou deux objets particulièrement importants? Évidemment, ce sera peut-être côté de votre vie professionnelle ou autre. Et est-ce que vous avez un ou deux objets essentiels? Lesquels sont-ils? Et puis beaucoup aussi les travaux de Georges Kohlweiser, qui a été mon superviseur pendant plusieurs années et qui a été un extraordinaire négociateur d'otages et qui, à travers ce travail extrêmement concret de négocier des prises d'otages, etc., vraiment, il avait fait une thèse sur Bowlby, sa première thèse sur l'attachement, sur la relation, sur la capacité de bounding, ce qui va créer du lien. Oui. Donc tout ça constitue, je dirais, une enveloppe culturelle CT. Et je vais focaliser maintenant sur cet élément d'identité. Mais le plus important, justement, je pense que pour cet élément de sécurité intérieure, ce sont les référents. Parce que quand on pose son job, eh ben, c'est pas très facile d'avoir une bonne image de soi, c'est pas très facile d'avoir une bonne image aux yeux des autres, etc. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le sens. La réflexion de Viktor Frankl, son expérience des camps de concentration, et qu'est-ce qui faisait que les gens survivaient? C'était pas les plus riches, c'était pas les plus costauds, c'était pas les plus intelligents, c'était ceux qui donnaient du sens à leur vie. Et ce sens, en y réfléchissant et en creusant un peu, eh bien, ça m'a amené à bâtir cette notion de molécule du sens. C'est-à-dire que pour qu'un objet d'amour ou un sujet d'amour, que ce soit son entreprise, que ce soit son poste, que ce soit son conjoint, que ce soit sa famille, que ce soit Dieu, eh bien, il faut réparer, il va falloir réparer sa capacité de relation. Or, nous sommes tous blessés dans nos relations par notre histoire, et c'est difficile de faire confiance aux autres, c'est difficile d'ouvrir son cœur, c'est difficile d'être dans vraiment dépasser Eros, Philia, et d'aboutir à Agapé, c'est-à-dire cette union des cœurs, vous voyez, profonde. Bon, quelle difficulté. Donc, tout notre travail, et pour faire confiance à une équipe, faire confiance à son patron, faire confiance à ses clients, faire confiance à ses collaborateurs, etc., ça se travaille. Hein. Nous travaillons beaucoup sur cette notion d'ouverture, de friendly avoidance syndrome, le syndrome de l'évitement amical, etc. Comment travailler tout ça, cette ouverture? Eh bien, c'est tout notre travail sur l'altérité, notre capacité d'altérité, qui va se construire jusqu'à l'oblativité, c'est-à-dire le don de soi. Vous voyez, la capacité de se donner quelque chose qui nous transcende. Sans ça, on peut avoir un objet d'amour, mais si on n'est pas engagé vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce projet. Et pour que ça donne du sens, comme l'être humain n'est pas simplement rationnel et n'est pas simplement un animal qui agit,
Il faut qu'il y ait du rêve, il faut qu'il y ait de l'ouverture à l'infini. Moi, je suis intimement persuadé qu'on doit arrêter de se flageller en Europe. Arrêter de croire que ce sont les autres qui ont raison ou nous tort. C'est nous, ici en Europe, qui sommes les plus en avance pour construire la courbe verte. L'Europe est et doit devenir encore plus le laboratoire de construction de la courbe verte du monde entier. Et on est capable de le faire. On a les talents qu'il faut, on a la diversité qu'il faut, on a les ressources qu'il faut, et on a une tradition culturelle et intellectuelle extraordinaire. Alors nous avons l'immense privilège de recevoir Florent Ménégo, gérant commodité du groupe Michelin. C'est que l'entreprise, elle fait les choses par l'humain, mais elle fait d'abord les choses pour l'humain. Et l'entreprise, c'est une communauté humaine qui permet à chacun de pouvoir s'accomplir. Et c'est comme ça que l'entreprise est pérenne. Et c'est parce qu'on ne fait pas les choses uniquement en considérant l'humain comme un outil ou comme un moyen. On a banni le mot ressources humaines, par exemple. On ne parle jamais dans notre groupe de ressources humaines, parce qu'on considère que l'humain n'est pas une ressource. C'est une finalité de l'entreprise. Donc, comment vous voyez notre rôle pour faciliter cette intelligence collective, vous voyez, apprendre aux gens à être en métacommunication permanente, etc. Vous avez tout à l'heure vous disiez on est en méta permanent. Oui. Donc là, c'est les coachs qui vont travailler avec nous de bien comprendre le modèle de management qu'on a choisi. Alors, il n'y a pas de modèle de management parfait. Donc, il y a celui qui correspond le mieux à ce qu'est l'entreprise, sa culture à un moment donné, ses choix, ses préférences. Donc bien s'approprier cette partie-là pour ensuite permettre aux managers de se l'approprier aussi. Donc, et la mise en intelligence collective, ça c'est l'ambition qu'on a, parce que je pense que c'est la seule réponse dans le monde dans lequel on est entré déjà pour que ça puisse fonctionner. Je me suis posé la question sur mon rôle, parce que comme on vous l'a dit dans l'introduction, je vais prendre d'autres responsabilités dans le groupe. Et puis je me suis dit finalement, à quoi je vais servir, moi, dans ce truc-là? Finalement, si je dois laisser une trace, c'est quoi? Alors, d'abord, c'est qu'il ne faut pas que ce soit ma trace. Donc, le point, ce que j'ai dit et commencé à dire aux équipes, c'est leur dire, moi, j'aurais réussi si finalement, l'entreprise, elle arrive à vivre sans parler de moi, et à faire les choses toute seule. Et donc, moi, mon énergie, elle va être consacrée à mettre en place un système humain qui va s'auto-entretenir, elle va s'auto-adapter à l'avenir. Voilà, donc, ce que je me suis dit, c'est finalement, c'est ça, si j'arrive à faire ça, j'aurai eu une contribution. En quelques mots, si je devais définir la SF Coach, je dirais que c'est une communauté de professionnels qui sont d'une façon ou d'une autre spécialistes du monde du travail, des coachs, des managers, des chercheurs en sciences humaines, et qui sont engagés et rassemblés autour d'une vision exigeante et humaniste du coaching. Deux mots pour exigence et humanisme. Excellence et proximité. Et la raison d'être d'ICL, si je trouve très court, c'est la professionnalisation des coachs, donc je pense qu'on en reparlera, et puis c'est vraiment le rayonnement de notre métier dans le monde, donc ce qui est en lien avec le côté international. Sur la France, on est à peu près 11 ou 100, et l'idée c'est vraiment un travail en intelligence collective,
puisqu'il y a à la fois des antennes régionales qui sont très actives, avec des adhérents et une certaine autonomie sur le fonctionnement. Donc elles font des groupes de pairs, des conférences, des ateliers. Il y a aussi des comités, des commissions qui travaillent sur des sujets qui naissent, qui nous intéressent et puis qui amènent des rapports. Alors moi je suis aussi très ému d'être là et d'accueillir Michel parmi les trois parce que c'est la toute dernière effectivement et ça nous fera plaisir de déjeuner ensemble. On déjeune régulièrement ensemble tous les trois pour travailler sur le métier. Et puis c'est Vincent qui m'a fait découvrir ce métier il y a quelques années, donc je suis toujours touché quand je peux témoigner de ce qui se passe dans le métier. Et 30 ans, il y a 30 ans, c'était la première formation de coaching en France. Je suis très touché par ça. Alors l'EMCC est une fédération aussi internationale de pays, hein, c'est ce qui nous différencie, c'est-à-dire que chaque pays est égal à une voix, et quand nous prenons des décisions au niveau international, tous les pays participent de manière fédérée à ces décisions. C'était très bien. Ce que je ressens, c'est plutôt de la joie, de la gratitude, d'un sentiment positif. Parce qu'au fond, ça fait plusieurs mois que nous sommes dans la célébration. Aussi bien à Lyon, à Toulouse, dans toutes les régions. Au fond, nous sommes mobilisés pour dire merci à ce mouvement. Au fond, c'est au-delà de la création, la gratitude qu'on peut avoir envers Vincent, qui est immense. C'est au fond ce mouvement qui nous nourrit, qui nous stimule et auquel chacun contribue. D'abord pour moi c'est beaucoup de fierté d'appartenir de façon active à un événement tel que celui-ci. Le coaching c'est un métier qui reste un métier jeune et une culture dans cet environnement-là qui a 30 ans, c'est assez exceptionnel. Moi, je suis très fier d'appartenir à cette communauté, d'en être le dépositaire d'une certaine façon dans le sud-ouest, à Bordeaux et Toulouse. Ce qui nourrit ça de beaucoup de sens pour moi, c'est notamment le fait que ce que nous vivons, ce que nous permettons aux personnes de vivre dans une approche telle que celle-ci n'a jamais été autant d'actualité alors que c'est une approche qui a 30 ans aujourd'hui.